Bonsoir à tous. Dans la continuité des 2 dernières semaines, et dans la reprise de ces cours du lundi pour la deuxième saison, après avoir parlé il y a 2 semaines du devoir et la semaine suivante, la semaine dernière, des vertus, après avoir fait une mise au point sur l'un, quelques clarifications sur l'autre, aujourd'hui, je voudrais apporter des précisions importantes à propos de la notion de secret, dans la continuité du texte de l'instruction morale que nous déroulons et nous sommes encore à l'introduction de ce texte fondamental. Des précisions importantes à propos du secret, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'idées reçues et de lieux communs circulent à propos de la notion de secret. Et pour aborder ce sujet avec un angle différent, voire inédit, je vous propose une vision, non pas nouvelle, mais un peu plus originale ou en tout cas, qui n'a pas forcément été beaucoup, entendue ou soutenue ces dernières, années dans les différentes, conférences ou émissions et discussions autour de la franc-maçonnerie. Et je voudrais vous faire prendre conscience avec, cette approche que je vais vous présenter, que ce que l'on entend à propos du secret en franc-maçonnerie et la manière qu'on a de le présenter est souvent tellement galvaudé, tellement mal exprimé, tellement simplifié à l'extrême, qu'on finit par en dire des bêtises. C'est ce que j'aimerais vous éviter dans la mesure du possible et vous proposer de le voir avec une vision beaucoup plus non pas large, mais beaucoup plus haute et noble que celles qui sont habituellement présentées. Pour aborder cette question avec authenticité et avec dans un sens original, dans son sens original, je partirai comme toujours de l'instruction morale et plus exactement du deuxième, troisième et quatrième paragraphe de cette instruction que vous pouvez retrouver en description. Nous mettrons le lien en description de cette vidéo pour pouvoir retrouver le texte intégral. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à décroiser les jambes et à prendre 5 profondes respirations en partant de l'abdomen pour nous mettre en attention nécessaire pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est le secret. C'est parti. Merci à tous. Quand on a un secret, en général, on fait tout pour que personne ne le sache. On en parle à personne et plus encore, si quelqu'un d'autre est au courant de l'existence de telle ou telle information qui doit rester secrète à nos yeux, on se démène pour que cette personne reste muette. On espère très fort qu'elle ne dira rien et certains vont même jusqu'à commettre les actes les plus horribles pour faire taire les personnes qui pourraient révéler un secret en particulier, de manière à ce qu'il ne le soit jamais. Ce genre de secret
est de nature très vicieuse. D'une part, car l'objet même de ces secrets est souvent un vice dont on a honte, un crime que l'on veut cacher, que l'on veut faire oublier, que l'on veut enfouir de manière à ne jamais être jugé et rendu coupable. D'autre part, ce genre de secret est vicieux car, peut-être de manière plus importante ou plus générale encore, c'est un type de secret, de cachotterie, qui est à la base des phénomènes de rumeurs, de commérage, et ces phénomènes font beaucoup de mal autour d'eux. Ce n'est pas le secret dans ce cas qui fait mal, mais c'est la conséquence d'un secret parfois même imaginaire, qui est le commérage, la rumeur et qui fait des victimes de calomnie, de diffamation, de délation, de trahison, de haine parfois, et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus grave que cela. Si on s'arrête à cette définition de secret, à cette définition du secret, on est mal parti pour parler du sujet. On va avoir du mal à expliquer avec une telle définition la raison d'être tout à fait noble et vertueuse du secret, car il y en a une. Et fort heureusement, il y a une autre définition du secret qui nous permet d'entrer dans une vision, dans une approche beaucoup plus noble. Et cette définition est la suivante, c'est celle qui consiste à dire que le secret vise à protéger, est une protection des choses sacrées. Quand à un moment, on reçoit quelque chose de précieux dans la vie, quelque chose de sacré, pour conserver cette chose, pour la protéger, d'autant plus quand on en a reçu la mission, pour la protéger et la conserver, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On la met à l'abri, on la cache, on la rend secrète. On construit une protection autour de cette chose et on évite par là même qu'elle soit souillée, abîmée, dégradée, profanée, etc. C'est le principe de la conservation et du conservatoire. L'homme fonctionne selon ce principe depuis qu'il a commencé à amasser d'abord et amasser certains objets qu'il s'est transmis de génération en génération jusqu'à ce que ces objets deviennent des reliques chargées d'un pouvoir historique, symbolique, spirituel. Des reliques, c'est-à-dire des restes, reliquat, en latin, ce qu'il reste. Des restes transmis au travers des âges. Protéger une relique, c'est la raison d'être, la raison même de la construction du temple de Salomon à Jérusalem, qui devait servir à quoi? À la conservation, pardon, à la conservation de l'arche d'alliance, arche qui elle-même servait depuis des siècles à conserver à l'intérieur d'elle les tables de la loi qui avaient été données par Dieu à Moïse et que Moïse a fait conserver à travers les temps dans cette arche, que les Hébreux, tout le peuple, de génération en génération, ont conservé pendant des siècles de nomadisme, de Moïse jusqu'à David, puis Salomon, période à laquelle cette parole de Dieu qui avait été donnée aux Hébreux pouvait enfin être conservée dans un temple sédentaire, protégé, retiré du monde profane. Mais il faut bien noter que pendant des millénaires,
en tout cas des siècles, c'est pour ça que l'on parle de siècles des siècles, les Hébreux, le peuple hébreu a conservé cette relique au sein d'une arche, d'un meuble qu'on pouvait transporter, parce que les Hébreux étaient un peuple voué, ou plutôt soumis au nomadisme, et vivaient, en attendant de trouver leur terre promise, vivaient de tente en tente, ce qu'on a appelé les tabernacles, et dressaient des temples mobiles pour pouvoir rendre leur culte et pour pouvoir se recueillir auprès de ces reliques qui étaient les tables de la loi et l'arche d'alliance. Pendant des générations, ils ont fonctionné ainsi, au péril des attaques, des troubles climatiques, des catastrophes naturelles, et pourtant, ils ont réussi, ils sont parvenus, avec l'aide de l'Éternel, à conserver jusqu'à Salomon, jusqu'à David d'abord et puis jusqu'à Salomon, cette arche qui finalement a pu être sanctuarisée au sein d'un temple et mise à l'écart des dangers, enfermée. Ce récit du temple de Salomon n'a pas intéressé la franc-maçonnerie pour des raisons anodines. Conserver et restaurer des reliques sacrées, des items précieux, ce n'est pas que le travail de la religion, ce n'est pas que le travail de la franc-maçonnerie, c'est également, de la même manière, le rôle de ce qui s'est appelé dans les derniers siècles le musée. Pourquoi le Louvre est un endroit si extraordinaire? Eh bien, parce qu'il offre à tous, a priori, à n'importe qui, l'accès aux objets les plus sacrés de l'histoire de l'art. C'est le cas du Louvre, c'est le cas du Metropolitan Museum à New York, dans lequel on peut entrer sans payer et où l'on peut venir contempler l'art et les pièces les plus importantes de l'histoire de l'art. Les plus grands chefs-d'œuvre de que l'homme a fait au cours des derniers siècles et des derniers millénaires, et qui nous sont restés, grâce à la conservation de ces musées. Il y a 2 manières d'entrer au Louvre. La première manière, c'est la manière que j'appelle t-shirt et selfie. On entre au Louvre sans trop savoir pourquoi, avec son téléphone, on prend des photos de soi devant la Joconde, devant la victoire de Samothrace, devant les noces de Cana. Au fond, on prend des photos de soi plutôt que des œuvres et on repart avec un beau t-shirt blanc avec écrit I love Paris et on est content du voyage. C'est bien, on a fréquenté le temple de la culture et de l'art, mais il y a une deuxième manière d'entrer au Louvre, et c'est la manière de Paul Cézanne qui disait: «Le Louvre est un livre dans lequel nous apprenons à lire». De la même façon qu'on entre au Louvre, on entre en franc-maçonnerie de 2 manières différentes, soit en touriste, soit en étudiant. Il faut savoir ce que l'on veut faire dès le départ, ou dans quelle attitude on décide d'y entrer. Bien évidemment, que ce soit en touriste ou que ce soit en étudiant, on ne vient pas y chercher les mêmes choses, et les découvertes qu'on va y trouver, les mystères qu'on va déterrer, les secrets qu'on va révéler ne seront pas les mêmes. Et pourtant, dans un cas comme dans l'autre, les objets
n'ont pas changé. Les œuvres d'art au Louvre sont les mêmes que l'on soit un touriste ou que l'on soit un étudiant en histoire de l'art ou que l'on soit un chercheur ou que l'on soit un conservateur ou que l'on soit un passionné. On le voit, il y a donc un écart majeur de compréhension entre 2 définitions du secret et cet écart nous met en face d'un paradoxe à propos du secret qui est le suivant. Tout d'abord, lorsque l'on est récipiendaire, c'est-à-dire lorsque l'on reçoit, lorsque l'on est récipiendaire d'un trésor, on a le devoir, pardon, lorsque l'on est récipiendaire d'un trésor qu'on a le devoir de transmettre à la postérité, eh bien, on protège ce trésor en le gardant secret. Mais, paradoxalement, en gardant secret ce trésor, on ne le transmet plus à personne et il finit par être complètement perdu, oublié et pire, remplacé par autre chose de parfois beaucoup plus pernicieux, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, il faut comprendre que le secret n'a d'utilité qu'à partir du moment où il ne l'est plus tout à fait. Il y a un équilibre à trouver entre l'accès aux connaissances secrètes et la protection de ces dernières. Tout vrai maçon est à la fois professeur de ses connaissances et conservateur de ses connaissances. Professeur des connaissances, conservateur du secret, il est dans une approche parfois délicate. Et cette délicatesse nécessite une maîtrise. Pour maîtriser cet équilibre entre conservateur et professeur, encore faut-il bien comprendre l'enjeu que j'essaye de vous montrer ce soir. Cette maîtrise entre cet équilibre se fait, à mon sens, en 2 temps. D'abord, il convient à soi-même d'élucider les mystères qui sont sous vos yeux et qui vous sont présentés en franc-maçonnerie. Élucider ces mystères intégralement, cela prend du temps. C'est un temps de maîtrise intérieure, mais cela prend du temps et un temps tout à fait quantifiable, tout à fait prévisible, tout à fait matérialisable. Il est faux de dire que l'élucidation des mystères est une chose impossible ou infinie. Non, beaucoup de maçons ont fait cette première étape d'élucider à eux-mêmes, pour eux-mêmes, en ouvrant leurs oreilles et leurs yeux à ce qu'est le mystère et à ce qu'est la connaissance, ont sont entrés et ont réellement, véritablement pénétré à l'intérieur du secret. Dans d'autres termes, ils ont réussi, et ils sont nombreux comme je le disais, à avoir terminé un développement parfait. Des mystères qui sont présentés aux yeux du candidat nouvel apprenti, récipiendaire de l'intégralité de ce que le rituel et l'instruction morale nous décrit comme une série d'emblèmes et de hiéroglyphes et de mystères qui sont à développer parfaitement et qui sera, une fois développé entièrement, la récompense d'un zèle, d'une vertu et d'une persévérance aboutie. Ça,
C'est le premier temps de cette maîtrise globale, dans laquelle vous venez de commencer à marcher. Le deuxième temps est celui qui vise à instruire et à enseigner ces mystères que vous avez découverts. Comment? Eh bien, l'instruction morale nous le dit un peu plus tard, en commençant à donner des explications qui conviennent au grade de chacun. C'est très important de comprendre que la maîtrise du secret est à la fois d'abord la connaissance intérieure des mystères, la révélation intérieure des mystères, pour ensuite s'accomplir dans la transmission par l'enseignement de ces mêmes mystères, ou la transmission de la voie vers la révélation de ces mystères pour l'autre et pour les générations qui viennent. Toute la franc-maçonnerie, je le défends, quel que soit le rite, quel que soit le régime, quelle que soit la forme qu'elle prend, lorsqu'elle est vraie maçonnerie, n'utilise le secret qu'à cette fin. C'est-à-dire, elle n'utilise le secret que pour servir de rempart contre la profanation de ces mystères, mais pour permettre de transmettre ces mêmes mystères sans aucune altération. C'est une technique hyper efficace. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les profanateurs qui sont mis au dehors du temple, mais c'est pardon, le temple qui s'efface à leurs yeux, devant eux, sans même qu'ils s'en rendent compte, et quoi qu'ils pensent y être encore, en réalité, ils ignorent qu'ils se sont eux-mêmes mis à l'écart des secrets qu'ils cherchent avec tant d'ardeur. C'est dommage, mais c'est une méthode, une technique qui n'est pas une invention humaine. En réalité, le fait que ces mystères qui sont au-dedans de nous, j'en reparlerai dans quelques instants, le fait que cette connaissance intérieure nous échappe, à chaque fois que nous la cherchons mal ou que nous la cherchons au mauvais endroit, eh bien, c'est la méthode de la vérité même pour s'effacer aux yeux de ceux qui ne se sont pas encore rendus dignes de la recevoir. Et ultimement, personne d'autre que vous-même ne se donne accès à la connaissance. La seule chose qu'un professeur peut faire, c'est vous ouvrir les portes de ce temple, vous ouvrir les portes de ce musée et vous pointer du doigt, à la limite, dans quelle direction aller pour contempler les plus beaux chefs-d'œuvre. Mais c'est avec vos yeux, avec vos oreilles et avec votre cœur que vous vivez ces révélations. Ce temple, qui est en réalité le secret lui-même, et comme je viens de le mentionner rapidement, est un temple intérieur. Cela déjà semble un peu galvaudé, mais ça, pour le coup, c'est bien la réalité. Et il y a un passage particulier des évangiles qui a été volontairement mal traduit par beaucoup d'églises et qui est le suivant: le royaume de Dieu est en dedans de vous. Pour beaucoup de catholiques, ils ont entendu ce verset en entendant, pendant les cérémonies, les offices, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est une erreur pour le mieux, sinon une faute et une manipulation, afin de faire croire au lecteur, à l'auditeur, que le Christ nous a dit: le royaume de Dieu est au milieu de vous, voyez, c'est l'Église et vous trouverez la solution.
dans l'Église qui donne des réponses sociales. En réalité, la traduction qui a été celle de Port-Royal et qui a été reconnue par beaucoup, non pas d'institutions, mais par beaucoup d'auteurs, dont Victor Hugo, dont Chateaubriand, dont bien d'autres encore. La traduction est la suivante: le royaume de Dieu est en dedans de vous. Ce qui change toute la signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour pénétrer dans ce temple, pour pénétrer dans ce royaume intérieur, et pour y pénétrer sans tricher, sans profanation, il faut accepter de ne pas encore savoir. Il faut commencer par accepter de ne pas pouvoir y rentrer. Il faut accepter qu'il y ait des secrets auxquels on n'a pas encore accès. Mais il faut aussi accepter qu'on puisse les découvrir, qu'on puisse les développer, qu'on puisse, je dirais, les apprivoiser et commencer à y pénétrer. Autrement dit, il faut reprendre les choses à la base. Quelle que soit notre situation, que l'on soit un jeune apprenti ou un très vieux maître, tous, nous faisons le même chemin systématiquement de remonter ces marches du porche au sanctuaire. Nous ne le faisons pas qu'une fois, mais nous le faisons à chaque fois que nous décidons d'entrer dans ce temple intérieur. Et bien des fois, des grands maîtres en témoignent et reconnaissent y entrer mal, reconnaissent eux-mêmes échouer après des années et des années de pratique, échouer de temps à autre pour pénétrer dans ce temple. Ce n'est pas grave, ils y reviendront une prochaine fois, ils ont l'habitude, mais c'est par la pratique, bien évidemment, et par la maîtrise de son art que l'on apprend à mieux entrer à l'intérieur de ces mystères pour aller les contempler une fois de plus. Mais la toute première fois qu'on s'y essaye, et vous l'avez vu et on en reparlera dans un autre épisode, il est normal que vous ne montiez que quelques marches de cet escalier pour en redescendre immédiatement afin de vous exercer davantage, afin d'y parvenir. Mais systématiquement, on vous rappelle combien vous avez progressé sur la voie et combien vous pouvez continuer d'espérer à y progresser encore si vous redoublez d'efforts et de courage. Je vous rassure, ces escaliers, cette remontée a une fin, c'est-à-dire qu'elle a une arrivée. Et ce développement parfait dont parle l'instruction morale, à propos des mystères et des hiéroglyphes et des emblèmes qui sont les nôtres, vous pouvez le réussir, ce dit développement, et l'accomplir entièrement. Simplement, il faut accepter d'être émerveillé par les mystères lorsqu'ils nous apparaissent. Bien des fois, on sait que quelque chose d'incroyable s'est passé, qu'une révélation s'est faite, mais par pudeur, par crainte, on s'empêche de la regarder, on s'empêche d'y pénétrer et de fait, alors même que les portes sont ouvertes, on échoue une fois de plus à entrer dans la connaissance des mystères. Maintenant, que se passe-t-il lorsque, échouant et échouant encore et échouant encore, on finit par être frustré et par tricher pour y entrer? Parce qu'il faut bien comprendre que, à force de contempler ce temple, on peut trouver des subterfuges pour faire semblant d'y être parvenu. Eh bien, si on triche et qu'on fait semblant d'être entré dans le temple des connaissances et des mystères, si on fait semblant, en d'autres mots, d'avoir un secret, alors premièrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va se ridiculiser auprès de tous ceux qui, eux, n'ont pas triché et qui savent très bien qui dit la vérité et qui fait semblant.
Mais en plus, on va devenir un danger pour ceux qui écoutent de manière plus crédule, qui n'ont pas encore trouvé et qui vont croire en de faux secrets et en de faux enseignements. C'est beaucoup plus grave. Et enfin, on va réaliser de manière tragique exactement ce sur quoi le frère préparateur nous a avertis à tous, maçons rectifiés, normalement, lorsque nous étions dans la chambre de préparation au grade avant d'être reçus au grade d'apprenti. Ce frère préparateur, je vous le rappelle, et nous en parlerons davantage dans un prochain épisode, a un rôle fondamental qui prend du temps, qu'on ne fait jamais entièrement, mais en plus de nous étudier et de nous, disons, de nous évaluer, de nous examiner sur les 3 questions d'ordre, vient nous préparer à travers vient préparer le candidat à travers pas moins de 7 réflexions, comme en parle le livret du préparateur, livret souvent oublié et qui n'est pas inclus, malheureusement, dans la plupart des rituels. Mais nous avons les sources, les manuscrits, et ces manuscrits seront également disponibles, les liens seront mis sont en ligne et les liens vous seront indiqués en commentaire de la vidéo, en description de la vidéo. Dans ces 7 préparations, dans ces 7 réflexions, pardon, le préparateur nous dit ceci, entre autres. Écoutez bien. Je dois même vous prévenir que les questions d'ordre vous seront souvent rappelées et qu'avant l'époque où vous serez tenu d'y répondre d'une manière plus positive, vous aurez dû prouver à vos frères, par la pratique invariable des vertus que l'ordre exige, la conformité réelle de vos sentiments avec la doctrine morale et religieuse qui fait la base de cette respectable association. Sans cela, monsieur, cette époque de votre avancement dans la franche-maçonnerie serait de plus en plus reculée pour vous, et dans ce cas, vous ne pourriez vous en plaindre, car ici vous ne sauriez être juge de vos propres causes, mais vous serez jugé sur vos œuvres par vos frères témoins de vos travaux. En allant un peu plus loin dans ce travail du préparateur, et pour en fait aller à la fin de la préparation, à la septième des réflexions, voici ce que dit ou doit dire le préparateur au candidat. Mais si vous alliez malheureusement oublier vos bonnes résolutions, si les instructions qui vous seront données devenaient inutiles pour vous et que vos mœurs et votre conduite sociale devinssent absolument contraires aux principes de l'institution maçonnique, je dois vous avertir que vos grades dans l'ordre vous deviendraient alors plus dangereux qu'utiles si vous parveniez à les surprendre, c'est-à-dire si vous parveniez à les obtenir illégalement. Puisqu'en vous faisant perdre l'estime de vos frères, ils vous éloigneraient des voies qui peuvent seules vous conduire à un terme heureux. J'ai dit illégalement, mais j'aurais dû davantage dire de manière illégitime, quoique parfaitement légale. Je continue. La septième et dernière réflexion du frère préparateur est la suivante, et elle s'intitule, on l'oublie tout le temps, vraie franche-maçonnerie. Vous venez d'entendre, monsieur, des maximes et des principes qui vous paraîtront sévères en les comparant surtout avec ceux d'une multitude d'hommes que vous avez peut-être connus sous la qualification de maçons. Je vous invite vivement à ne pas confondre l'ordre respectable des francs-maçons avec cette multitude d'individus et même de loges qui en ont usurpé le titre. Tout homme soi-disant maçon, toute institution soi-disant maçonnique, dont les mœurs ne sont point exemplaires et basées sur les principes de ce que je viens de mettre sous vos yeux, ignorent ou méconnaissent le but réel et les véritables principes de la franche-maçonnerie. Ils la dégradent par leur conduite et bien plus encore par les fausses doctrines qu'ils ont adoptées et qu'ils ne craignent pas de professer.
Vous sentirez l'importance de fuir des hommes pareils et vous bénirez la providence de vous avoir conduit dans ce régime. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'entrer en détail dans le travail du préparateur puisque ça fera l'objet d'un prochain épisode, mais ce passage en particulier me semble fondamental pour bien comprendre que nous avons tous le risque de nous égarer. Il est réel de nous égarer vis-à-vis de nos devoirs dont j'ai parlé il y a quelques semaines et plus exactement de, de notre compréhension du secret. L'usurpation dont il est question dans ce texte est celle qui consiste à faire semblant et à dire des mensonges à ceux qui cherchent des réponses véritables et de bonne foi. En faisant semblant, comme je le disais, en plus de se ridiculiser auprès de ceux qui savent, en plus de transmettre des fausses doctrines, de professer des fausses doctrines, eh bien, on se parjure soi-même vis-à-vis de l'engagement qu'on aura à tenir. En réalité, il faut bien le dire, nous trichons tous à propos de ce secret. Ou nous avons tous triché un jour, ou nous tricherons tous à un moment donné. D'abord parce que nous ne comprenons pas de quoi il s'agit tout à fait. Ensuite, parce que nous mélangeons souvent les sujets. On confond tous, moi le premier, bien souvent, la discrétion, qui est une qualité sociale et qui n'a rien à voir avec le mystère des vérités intérieures. On voudrait rappeler que la franc-maçonnerie est une société discrète et non secrète. On est indiscret et grossier vis-à-vis d'elle en la brandissant comme une communauté donneuse de leçons. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir des frères, des sœurs et nous-mêmes se mettre à donner des leçons au reste du monde. Alors même que notre devoir, notre travail est intérieur et doit d'abord être le fruit d'une longue méditation sur nous-mêmes. On passe continuellement à côté du secret. Et c'est là peut-être la réalité, la raison pour laquelle nous trichons le plus. Tant que nous n'écoutons pas, nous passons à côté. Et il arrive que dans certaines loges, il n'y ait pas un moment où l'on s'arrête pour écouter le secret dans ce qu'il a de plus expressif, c'est-à-dire dans le silence. Mais dans le silence, qui n'est pas le silence de celui qui n'a rien à dire, mais dans le silence qui dit tout, car il fait taire l'extérieur, ne serait-ce qu'un instant, pour laisser la place à ce que l'on appelle, chez nous et ailleurs, la vie intérieure. Le vrai silence, qui est vrai langage du vrai secret et de la vraie connaissance, est un silence retentissant et merveilleux, comme un coup de tonnerre. Lorsqu'on entend ce silence pour la première fois et qu'on l'entend pour de vrai, on fait un bond en avant. On est aspiré par la source de ce silence, on entre pour la première fois dans ce que c'est que le vrai secret et dans le vrai temple. Je ne peux que vous en faire, pardonnez-moi, je ne peux que vous en faire la description et
C'est seulement la même description que cherchent à vous donner les premiers passages de l'instruction morale. Je vous la rappelle, écoutez bien, car elle est très importante, cette, description qui correspond à quelques passages dans les premiers paragraphes de l'instruction morale. Voilà ce que l'on vous dit: «Vous voyez la lumière, mon cher frère, mais elle ne paraît luire que pour vous reprocher votre ignorance. Vous avez été soumis à des épreuves et à des cérémonies dont la signification vous est inconnue. Et vous voyez devant vous des emblèmes et des hiéroglyphes dont le sens vous est encore caché. Le voile qui couvre nos mystères ne pourra être levé devant vous qu'à mesure que votre intelligence le percera. Le premier instant de votre entrée dans l'ordre ne peut y suffire. Leur développement parfait sera donc un jour la récompense de votre zèle, de vos vertus et de votre persévérance.» L'instruction morale continue en exprimant le deuxième temps du secret après l'élucidation de ces mystères, et ce deuxième temps qui est, comme je le disais tout à l'heure, de se mettre à le transmettre. Elle dit ceci dans les mots, dans la bouche du frère orateur: «Cependant, chargé aujourd'hui par la respectable loge du soin de vous instruire des principales circonstances de votre réception, je vous dois des explications qui conviennent à votre grade. Écoutez-les donc attentivement, elles sont faites pour élever votre esprit, nourrir votre cœur et exercer longtemps votre intelligence.» Fermez les guillemets. Tous ces mots, toutes ces expressions sont essentielles. Ce n'est pas pour rien que je dis souvent que cette instruction morale a été écrite par les fondateurs et les grands initiés de ce régime à destination de tous les candidats, de tous les nouveaux candidats, de tous les nouveaux apprentis, de tous les nouveaux maçons qui sont en puissance, des hommes et des femmes qui comprendront l'intégralité, qui développeront l'intégralité de ces mystères s'ils se tiennent à cette méthode initiatique et à ce déroulement qui est celui de la voie du rectifié. Ce chemin n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'entrer au régime écossais rectifié comme on n'est pas obligé de rentrer en maçonnerie. Mais si on y rentre avec de bonnes intentions et avec les bonnes raisons, comme je le disais la dernière fois, il faut savoir que pour que ça marche, il va falloir respecter un certain nombre de règles, d'enseignements et de fonctionnement, afin de parvenir au développement complet de ces mystères et alors d'entrer dans la vraie compréhension de ce que c'est que le secret. N'oublions pas la vraie signification de notre engagement. Je vous rappelle ce passage de l'engagement des apprentis maçons au régime écossais rectifié qui est le suivant: «Je promets de ne jamais révéler aucun des mots secrets, des mystères secrets et symboles de la franc-maçonnerie, de quelque manière que ce puisse être, et, parce que ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait incomplet, et de n'en parler à aucun homme que je n'aurais pas reconnu comme un vrai et fidèle maçon.» J'insiste sur 2 éléments. Ne pas révéler de quelque manière que ce puisse être, et puis ensuite, de n'en parler à aucun homme que je n'aurais pas reconnu pour un vrai et fidèle maçon. Ces mots, cet engagement, vous l'avez promis, vous l'avez prêté, la main sur l'épée du vénérable maître et sur l'évangile de saint Jean, dont on reparlera une prochaine fois, et après avoir fait l'intégralité
de vos épreuves, voyages et autres, cérémonies. Alors que veut dire révéler? Je promets de ne jamais révéler aucun des mystères, secrets et symboles de la franc-maçonnerie. Révéler veut dire faire connaître. Or, faire connaître des mystères qu'on ne maîtrise pas encore, eh bien oui, c'est une manière de détruire ces mystères pour ceux qui le reçoivent de manière imparfaite. Mais ce n'est pas parce qu'on est grand maître qu'on maîtrise nécessairement ces mystères. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut peser ses mots et il faut un petit peu de réserve et de prudence lorsque l'on commence à aborder, comme je le fais ce soir, certains de ces sujets pour s'assurer de ne pas faire d'erreur dans ce que l'on dit, ou en tout cas les réduire au maximum, tout en gardant la porte ouverte au fait que peut-être certaines des choses que je dis puissent être erronées. Cela peut arriver. Il faut être prêt à les corriger. Au fond, ceux-là même qui s'insurgent de voir des maçons se mettre à enseigner les mystères de la vie intérieure qui vont bien au-delà de la franc-maçonnerie et qui se mettent à les enseigner à tous ceux qui sont prêts à l'entendre et à tous ceux qui le reconnaissent comme des cherchants, comme des vrais et fidèles maçons, eh bien, ceux qui s'en insurgent sont souvent ceux-là même qui mentent et qui dénaturent la vérité à propos de ce que c'est que le mystère et le secret. Au nom du secret, ils attaquent ceux qui cherchent à le protéger durablement et transgressent eux-mêmes leurs propres principes, ce qui est absolument regrettable et tragique, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes. C'est exactement ce qui se passe lorsque, voulant aider son prochain, on finit par le mettre en cage. Il convient donc de revenir à une explication plus vaste, plus ouverte de ce sujet et c'est ce que je voulais vous proposer de commencer à faire ce soir. Bien évidemment, en parlant sur le secret, je n'ai pas parlé des secrets, mais nous en parlerons et nous commencerons à en parler dans les prochains épisodes, car nous sommes arrivés au moment de cette instruction morale où l'introduction, ce que j'appelle l'introduction, est terminée et où l'orateur va commencer véritablement à entrer dans l'explication qui est due aux nouveaux apprentis, l'explication des cérémonies qu'il vient de recevoir. Je vous remercie encore une fois pour votre attention ce soir. Nous ne ferons pas de séance la semaine prochaine et peut-être pas la semaine suivante. Restez à l'écoute et à l'affût des prochaines invitations. Normalement, ce sera aux alentours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre que nous reprendrons les lundis et nous continuerons sur le prochain thème qui sera la chambre de préparation. Merci beaucoup.